Dans la longue maison, il fait encore nuit. Quelque part sous les chevrons, le bois craque. Dans l'âtre, les braises couvent. L'air est épais, une mêlée de fumée, de laine, de cuir mouillé, de lait aigre et des restes de la veille. Sur les bancs, enveloppés dans des couvertures de laine, les gens dorment. Près d'eux traînent couteaux, outils, vêtements, sacs de provisions. Derrière la cloison, on perçoit le mouvement sourd des bêtes. Dehors, c'est le froid matin du nord. Voilà comment pouvait commencer une journée ordinaire dans une famille viking. Non pas un jour de bataille, non pas un jour de raid, non pas un jour que retiendra une saga. Le jour le plus simple qui soit. Celui-là même dont était faite, en réalité, la vie de la plupart des Scandinaves à l'époque viking. Tandis qu'au loin les dracars prenaient le large, la famille ordinaire, elle, avait d'autres soucis. Le grain tiendrait-il jusqu'au printemps? Le bétail n'était-il pas malade? Les réserves de bois seraient-elles suffisantes? La pêche serait-elle bonne? Le toit résisterait-il aux pluies? Et les enfants, survivraient-ils à un hiver de plus? Car la vie des Vikings ne se résumait pas aux épées, aux boucliers et aux noms retentissants. C'était aussi la maison enfumée, les seaux d'eau pesants, la terre froide sous les pieds, les vêtements qu'il fallait confectionner à la main, la nourriture qu'il fallait cultiver, pêcher, conserver, et ne pas dilapider avant l'heure. Aujourd'hui, nous allons tenter de vivre une journée aux côtés d'une telle famille. Imaginons une petite ferme scandinave du IXe ou du Xe siècle. Une famille y habite. Un père, une mère, plusieurs enfants, des anciens, peut-être des serviteurs ou des travailleurs attachés à la terre. Chacun a sa place dans cette maison. Et presque chacun, son ouvrage. Le jour se lève à peine. Pour nous, ce sera un voyage dans le passé. Pour eux, un matin ordinaire, où la faiblesse n'avait pas droit de cité. Mais avant que cette journée ne commence vraiment, il faut comprendre où vit notre famille. Devant nous, point de château de pierre, point de cité grouillante, point de salle fastueuse sortie d'une légende. Une ferme. Quelques bâtiments sur la terre froide du nord, des murs de bois, des toits couverts de tourbes, de chaumes ou de planches, des enclos pour que le bétail ne s'égaille pas, de petits champs à travailler durant le court été, des granges, des celliers, un coin pour les outils, et peut-être une forge ou un atelier. Et au centre de tout cela, la longue maison, le long house. Pour nous, la maison est un refuge où l'on se repose du travail. Pour la famille viking, c'était à la fois logis et entrepôt, cuisine et atelier, lieu de rassemblement et rempart contre le monde du dehors. L'intérieur n'avait rien de la clarté lumineuse que montrent les belles reconstitutions. Le jour y pénétrait à peine. Les ouvertures, quand il y en avait, n'éclairaient guère. Le foyer demeurait la seule vraie source de lumière et de chaleur. Il brûlait au centre ou le long de l'espace intérieur, emplissant la maison de fumée, d'odeur et de vie. La fumée montait vers les chevrons, s'accrochait aux poutres, s'imprégnait dans les vêtements, les cheveux, les murs, les pots et les couvertures de laine. Dans une telle maison, on n'ouvrait pas une fenêtre pour aérer. On ne se retirait pas dans sa chambre en fermant la porte derrière soi. L'intimité n'existait presque pas. On dormait côte à côte, on mangeait côte à côte, on travaillait, on se disputait, on tombait malade, côte à côte. Sacs de grains, poissons séchés, outils, vaisselle, vêtements, métiers à tisser, peaux, armes, tout cohabitait sous le même toit. Quelque part un bouclier était accroché, quelque part une hache attendait, quelque part des chaussures séchaient près des braises, quelque part un enfant cherchait à se dérober aux corvées, mais dans une telle maison, se cacher était presque impossible. Chaque recoin avait son usage, on ne gardait rien pour la décoration. Presque tout devait servir. Le couteau pour trancher, la laine pour filer, le bois pour réparer, le cuir pour coudre, la nourriture pour traverser l'hiver. Même la chaleur n'était pas un confort, c'était une question de survie. Au-delà des murs commençait un autre monde, la cour, les bêtes, la boue, le vent, l'eau, le champ, la forêt et la mer. Tout cela nourrissait la famille, et tout cela pouvait la perdre. Une mauvaise récolte, et l'hiver verrait compter chaque poignée de grains. Une maladie dans le troupeau,
et c'était le lait, la viande, la laine, la force de travail qui disparaissaient d'un coup. Une tempête, et l'homme parti pêcher ou troquer pouvait ne jamais revenir. La ferme viking n'était donc pas seulement un lieu de vie, c'était une petite forteresse dressée contre le froid, la faim et le hasard. Et lorsque les habitants de la longue maison ouvraient les yeux, ce n'était pas simplement dans leur demeure qu'ils s'éveillaient. Ils s'éveillaient au cœur d'un monde entier. Un monde qu'il fallait, chaque jour, maintenir de ses propres mains. Le matin, dans cette maison, ne s'imposait pas d'un seul coup. C'est la maison elle-même qui s'éveillait en premier. Quelque part, un enfant se débattait pour s'extraire de sous la lourde couverture de laine. Quelqu'un toussait à cause de la fumée. Un banc craquait dans un coin. Derrière la cloison, une vache meuglait, une chèvre piétinait avec inquiétude. Dehors, le vent frottait contre les parois de bois, comme s'il voulait lui aussi entrer. Puis l'un des adultes se levait le premier. Le plus souvent, c'était la maîtresse de maison. Sa journée commençait avant celle des autres, parce que le feu ne s'allume pas tout seul, que la nourriture n'apparaît pas d'elle-même, que l'eau ne vient pas seule du puits ou du ruisseau, et que les enfants, si on leur laissait quelques minutes de sommeil de trop, se mouvaient ensuite comme s'ils portaient non pas des vêtements, mais un sac de pierre. Elle remuait doucement les braises dans l'âtre. Si la chance était de son côté, il restait encore un peu de vie sous la cendre. Il suffisait alors de glisser quelques copeaux secs, de souffler sur la rougeur et d'attendre que la petite lueur se transforme de nouveau en flamme. Si les braises s'étaient éteintes, le matin commençait plus mal. Le feu n'était pas un simple agrément. Il donnait la chaleur, la lumière, la nourriture et le sentiment que la maison était encore vivante. Sans lui, la longue maison n'était plus qu'une boîte de bois froide où jusqu'au bruit de sa propre respiration semblait trop sonore. Tandis que le feu reprenait, les autres se réveillaient peu à peu. L'homme se levait de son banc, enfilait ses vêtements, vérifiait le couteau à sa ceinture, ses chaussures, sa courroie, son manteau, tout ce dont il pourrait avoir besoin dehors. Peut-être lui faudrait-il aller aux bêtes aujourd'hui, réparer une clôture, inspecter la barque, fendre du bois ou descendre jusqu'à l'eau. Les enfants, eux, se réveillaient sans enthousiasme. Le plus jeune pouvait encore faire semblant de dormir. Mais dans une maison où chaque paire de mains comptait, la ruse enfantine ne fonctionnait guère longtemps. L'aîné était envoyé chercher de l'eau. Le cadet devait rapporter du petit bois. La fille aidait sa mère pour la nourriture, la vaisselle, la laine ou la surveillance des plus petits. Les tâches dépendaient moins du sexe que de l'âge, des forces, des aptitudes, et de ce dont la famille avait besoin ce jour-là précisément. Personne ne demandait « As-tu envie d'aider ?» L'aide faisait partie de la vie, au même titre que respirer. Dans une maison d'aujourd'hui, un enfant peut se réveiller en pensant au petit déjeuner. Dans une famille viking, il pouvait s'éveiller et entendre aussitôt « Apporte, tends, tiens, ne reste pas dans le passage, surveille le petit, ferme la porte, ne laisse pas sortir la chèvre. » La journée n'avait pas encore vraiment commencé que le travail, déjà, cernait tout le monde de toutes parts. Dans la longue maison, le bruit montait peu à peu. Le feu crépitait. Quelqu'un déplaçait de la vaisselle en bois. Quelqu'un d'autre enfilait ses vêtements de laine. Quelqu'un cherchait un objet égaré et grommelait qu'il l'avait pourtant bien laissé là la veille. Un enfant se plaignait du froid. Un vieux était peut-être déjà assis près du foyer, observant tout le monde en silence, comme s'il savait d'avance que cette journée serait aussi rude que la précédente. Mais c'est ainsi que tenait la vie, non par de grands exploits à chaque aurore, mais par des gestes familiers, raviver le feu, faire chauffer l'eau, nourrir la famille, lâcher les bêtes, vérifier les provisions, saisir l'outil, franchir la porte. Et lorsque les premiers quittaient la longue maison, l'air froid leur cinglait le visage. Dehors, la vraie journée commençait, et avec elle, le travail dont dépendait le fait que cette famille aurait, oui ou non, un lendemain matin. La première pensée du matin, c'était la nourriture. Non pas parce que la famille comptait s'offrir un beau repas au coin du feu, mais parce que manger, dans cette maison, n'était pas un plaisir, c'était un calcul. Combien reste-t-il de grains? Le lait suffira-t-il? Peut-on prendre plus de poissons aujourd'hui, ou vaut-il mieux en garder pour plus tard? Faut-il cuire de la viande maintenant, ou l'économiser pour une occasion plus importante?
Pour une famille viking, la nourriture était une réserve de vie. Surtout là où l'été est court, l'hiver long, et où une mauvaise récolte n'était pas simplement une contrariété, c'était une catastrophe. Le repas du matin se préparait simplement. Dans le chaudron suspendu au-dessus du feu, une bouillie pouvait épaissir lentement. L'orge, l'avoine ou le seigle donnaient du pain, des galettes, des soupes. Sur la table, il pouvait y avoir du poisson, frais, séché, fumé ou salé, du lait, du fromage, du lait caillé, parfois des légumes, oignons, choux, fèves, navets. Quand la chance souriait, des baies, des noix, un peu de miel. La viande existait aussi, mais pas chaque jour, et rien à voir avec ce que le cinéma nous a mis en tête. Dans les films, le viking est presque toujours attablé devant un gigantesque morceau de viande grillée, riant à gorge déployée, buvant dans une corne, comme si le mot « bouilli » n'avait jamais existé pour lui. Mais le vrai petit matin ressemblait à quelque chose de bien plus modeste. Des bols en bois, un potage chaud. Du pain grossier, du poisson, un produit laitier, un peu de ce qu'on avait réussi à conserver de la saison précédente. Tout ce qui se trouvait sur la table avait jadis exigé du travail. Le pain n'est pas que du pain, c'est un champ qu'il a fallu labourer, du grain qu'il a fallu faire pousser, moissonner, sécher, stocker, moudre. Le poisson n'est pas que du poisson, c'est une eau froide, une barque, des filets, le risque d'une tempête, et des mains qui sentent la mer. Le lait, ce sont des bêtes qu'il faut nourrir, soigner, garder, traire, et ne pas perdre pendant l'hiver. Même un simple bol de bouillie était le fruit d'un enchaînement de tâches commencé bien avant cette aube. Et autour de la table, chacun le savait. Les enfants rêvaient peut-être de quelque chose de meilleur. L'homme mangeait en silence, la tête déjà dans les travaux de la cour. La maîtresse de maison surveillait qui avait reçu quoi, ce qu'on pouvait donner maintenant, ce qu'il fallait réserver. Car dans cette maison, on ne pouvait pas vivre seulement pour aujourd'hui. Chaque bouchée était liée à l'avenir. Manger trop maintenant, c'était prendre un risque pour l'hiver. Puiser trop tôt dans les réserves, c'était se retrouver plus tard à contempler des sacs vides en sachant que le printemps était encore loin. La nourriture, dans une famille viking, n'était donc pas simplement une partie du quotidien. Elle était un rappel constant. Le monde est rude, et survivent ceux qui savent compter, conserver et ne pas trop compter sur la chance. Pourtant, le feu du matin, un repas chaud, les voix des siens tout proches, tout cela donnait quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, le sentiment d'être chez soi. Tant que la bouillie était tiède, tant que les enfants faisaient du bruit, tant que quelqu'un ronchonnait à cause de la fumée, tant que les bêtes s'agitaient derrière la cloison, la vie continuait. Et cela suffisait pour se lever de table et aller faire ce que le jour nouveau exigeait. Pendant que l'homme travaillait dans la cour, près de l'eau ou au champ, la vie dans la longue maison, elle, ne s'arrêtait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Et au centre de ce monde se tenait, le plus souvent, la maîtresse de maison. Aujourd'hui, il nous est facile de voir le travail domestique comme quelque chose d'ordinaire et d'invisible. Mais dans une famille viking, la maison n'était pas un lieu de repos, c'était un véritable centre de production. Et la femme qui y régnait n'était pas simplement l'épouse d'un guerrier. Elle était celle qui savait combien il restait de vivre, où était rangée la laine, ce qu'il fallait réparer, qui nourrir en premier, comment répartir les tâches entre les enfants, quand commencer à sécher le poisson, quelle quantité de grains on pouvait consommer maintenant, et quelle quantité on ne devait pas toucher, même si tout le monde avait faim. Elle gouvernait ce sans quoi la famille n'aurait pas survécu. Le feu, la nourriture, les vêtements, les réserves, les enfants, l'ordre et le temps. Après le repas du matin, il fallait ranger la vaisselle, vérifier le chaudron, préparer le repas suivant, s'occuper du lait, du fromage, du lait fermenté, voir ce qu'on pouvait mettre de côté. S'il y avait des petits-enfants, il fallait les surveiller. S'il y avait des vieux, il fallait les aider. Si quelqu'un était malade, le soin retombait sur celles et ceux qui restaient à l'intérieur. Mais l'une des tâches les plus importantes et les plus longues était le textile. La laine devait être traitée, nettoyée, cardée, filée. Du fil, on tirait ensuite le tissu. Du tissu, les vêtements, les couvertures, les sacs, parfois des pièces utiles à la ferme ou même au bateau.
Aujourd'hui, un vêtement nous semble une chose simple. Il est usé, on en rachète un. Dans le monde viking, un vêtement, c'était du temps. Chaque chemise, chaque manteau, chaque couverture de laine était passée entre des mains, à travers de longues heures de labeur, à travers des doigts fatigués, à travers une patience sans laquelle on gelait, d'hiver venu. Et si l'on imagine la femme viking non pas avec une épée, mais avec un fuseau, cela ne la rend pas moins grande. Car de ce fuseau dépendait autant que d'une lame, l'homme pouvait prendre la mer. Mais qui lui avait cousu ses vêtements? Qui avait préparé son manteau chaud? Qui veillait à ce que les enfants soient protégés du froid? Qui savait quelles pièces pouvaient tenir encore une saison et lesquelles devaient être raccommodées sans attendre? La femme gardait en tête ce que nous consignerions aujourd'hui dans des dizaines de listes. Les vivres, l'état des vêtements, les tâches des enfants, l'approche de l'hiver, les hôtes à recevoir, les échanges à conclure, les fêtes à honorer, les malades à soigner, les dettes, les liens de parenté. Si le maître de maison en était la force au dehors, la maîtresse en était la mémoire et l'ordre intérieur. Les clés qu'elle portait à sa ceinture n'étaient pas un simple ornement. C'était un signe de pouvoir sur tout ce que la ferme renfermait. Elle savait ce qui était stocké et où. Elle savait ce que chacun avait le droit de prendre. Mais ce pouvoir n'était pas léger. Il signifiait la responsabilité. Si les vivres venaient à manquer, c'est tout le monde qui souffrirait. Si les vêtements n'étaient pas prêts pour le froid, c'est les enfants qui gèleraient. Si le feu n'était pas surveillé, la maison deviendrait froide. Si un enfant n'était pas à l'œil, il pouvait se brûler, se perdre, se faire piétiner par les bêtes, ou semer le chaos avec une rapidité qui semblait presque calculée. Le travail de la femme n'était pas toujours retentissant. On ne le chantait pas comme on chante une bataille. Les sagas en parlaient rarement. Pourtant, c'est lui qui transformait une boîte de bois en un endroit où l'on pouvait traverser la nuit. Et peut-être que, pendant que l'homme regardait la mer en songeant à des rivages lointains, la femme regardait les sacs de grains en pensant à ce qui se passerait dans 3 mois. Car la gloire pouvait couronner l'aventure au loin, mais une erreur dans la gestion du foyer pouvait mener à la famine. Voilà comment se déroulait sa journée, en mouvement, en attention constante, en calcul perpétuel. Elle parlait aux enfants, distribuait les corvées, surveillait le chaudron, filait la laine, raccommodait les vêtements, grondait pour le désordre, accueillait une voisine de la ferme d'à côté, échangeait des nouvelles, se souvenait des dieux, des ancêtres, des réserves, et du fait que l'hiver arrive toujours plus vite qu'on ne le croit. Si nous voulons comprendre la vraie vie d'une famille viking, il ne faut pas seulement regarder là où brillent les armes. Il faut aussi regarder là où, dans la pénombre de la longue maison, une femme se penche sur son ouvrage, celui dont dépend la vie de tous ceux qui l'entourent. Car parfois, le destin d'une famille ne se jouait pas sur un champ de bataille, il se jouait près d'un foyer. Vers le soir, la ferme changeait doucement de visage. Dans la journée, elle était bruyante, dispersée, pleine de mouvements. Les gens s'éparpillaient aux 4 coins, qui dans la cour, qui près de l'eau, qui dans la maison, qui aux bêtes, qui aux champs. Mais à mesure que le soleil descendait, tout se remettait à converger vers la longue maison. Les enfants revenaient les premiers. Fatigués, couverts de boue, parfois fiers d'eux, parfois vexés qu'on les ait fait travailler plus qu'ils ne l'auraient voulu. L'un traînait du petit bois, comme s'il avait rapporté une forêt entière. Un autre se plaignait que la chèvre lui avait exprès marché sur le pied. Un troisième s'efforçait de démontrer qu'il n'était absolument pas responsable de ce qui était tombé, renversé ou s'était enfui. Puis les adultes rentraient à leur tour. L'homme pouvait franchir le seuil avec l'odeur du vent, du bois, de la terre ou du poisson. Ses mains portaient les traces du labeur. Ses vêtements, la boue, l'humidité, la laine, la sueur ou le sel. Il pouvait être silencieux si la journée avait été dure, ou commencer aussitôt à égrener ce qu'il faudrait faire demain, ou réparer la clôture, ce qui clochait avec la barque, combien de bois manquait encore, s'il valait mieux aller chez le voisin pour de l'aide ou pour un échange. La femme, elle, ne terminait pas sa journée pour autant. Son soir était le prolongement de son jour.
Il fallait préparer le repas, surveiller le feu, distribuer les dernières tâches, vérifier que tout le monde était rentré, que personne n'était tombé malade, que la maison était assez chaude, que les affaires étaient rangées, que les réserves étaient fermées, que rien n'était resté dehors sous la pluie ou la neige à venir. On rentrait les bêtes, on vérifiait les portes et les barrières, on rangeait les outils. Ce que l'humidité pouvait abîmer était mis à l'abri, à l'intérieur ou sous un toit. Dans un monde où chaque objet avait sa valeur, un outil oublié dehors n'était pas un détail. C'était peut-être le travail du lendemain. Parfois, le problème du lendemain. À l'intérieur, la longue maison redevenait étroite. Les gens entraient, ôtaient leurs vêtements mouillés, se tendaient vers le feu, se disputaient une place, déplaçaient des affaires, s'installaient sur les bancs. Dans l'âtre, les flammes reprenaient de la vigueur, et avec elles, la maison semblait se rassembler de nouveau en un tout. Le repas du soir pouvait être aussi simple que celui du matin. Un potage, de la bouillie, du pain, du poisson, des laitages, parfois de la viande, parfois les restes de la veille. Mais le soir, la nourriture avait un autre sens. Le matin, elle donnait des forces pour affronter le travail. Le soir, elle rendait le sentiment que la journée avait pu être traversée. Tous étaient de nouveau sous le même toit. La mer n'avait pris personne. Personne ne s'était perdu dans la forêt. Le feu brûlait. Les bêtes étaient rentrées. Les enfants étaient là. Les réserves tenaient encore. Autant dire que cette journée pouvait presque être comptée comme une bonne journée. À table, on parlait des affaires du monde, sans solennité, sans la gravité d'un conseil de jarle. Simplement, entre 2 cuillerées de potage chaud et le craquement du bois dans le feu. Ce que le voisin avait dit. Qui avait aperçu une barque inconnue près du rivage, chez qui la vache était malade, qui avait besoin d'aide, qui comptait aller au marché, qui, peut-être, cherchait des hommes pour prendre la mer, quelle famille cherchait une épouse, chez qui un enfant était né, qui était mort. Dans le monde étroit de la ferme, les nouvelles comptaient beaucoup. Elles aidaient à savoir à qui se fier, de qui se méfier, où troquer, d'où espérer du secours, et d'où attendre des ennuis. Parfois, des hôtes arrivaient. Un voisin, un parent, un voyageur, quelqu'un porteur de nouvelles. Le soir s'animait alors davantage. Il fallait accueillir, nourrir, écouter. Dans un monde où les chemins étaient périlleux et les distances pesantes, un homme venu de loin apportait avec lui non seulement sa fatigue, mais ses récits. Et les récits étaient presque aussi nourrissants que le pain. Quand les tâches les plus urgentes étaient accomplies, la maison glissait dans une autre vie, celle du soir. Certains continuaient à travailler de leurs mains, filer, raccommoder, tailler le bois, repriser, trier. D'autres restaient assis en silence près du feu. Les enfants se rapprochaient, parce que le soir, les adultes étaient parfois plus doux. Pas toujours, mais parfois. Et alors commençaient les histoires. Sur les dieux, sur les ancêtres, sur de vieilles querelles, sur des rivages lointains, sur des âmes partis sans rien et revenus avec de l'argent, sur ceux qui étaient partis trop sûrs d'eux et n'étaient pas revenus du tout, sur la ruse de Loki, sur la force de Thor, sur la sagesse d'Odin, sur des bateaux qui avaient vu des terres où poussaient d'autres arbres, où l'on parlait d'autres langues et portait d'autres habits. Pour les enfants, ces histoires étaient une fenêtre ouverte sur un monde immense. Le jour, leur monde se résumait à la cour, aux bêtes, à l'eau, au feu et aux corvées. Le soir, au coin du foyer, ce monde s'élargissait, jusqu'aux mers, jusqu'aux dieux, jusqu'aux batailles, jusqu'aux ancêtres, jusqu'à cet avenir où l'un d'eux, devenu adulte à son tour, raconterait ses propres histoires. Mais le soir n'était pas que chaleur. Dans la longue maison, il faisait encore de la fumée. Quelqu'un toussait. Quelqu'un grelottait dans un coin. Quelqu'un voulait dormir, mais le bruit l'en empêchait. Le plus jeune des enfants s'était endormi sur son banc. Les aînés s'efforçaient encore d'écouter, les yeux déjà lourds. Dehors, la nuit tombait. Et cette nuit-là n'avait rien à voir avec les nôtres. Pas de lanterne derrière les fenêtres. Pas de lumière de voisins à l'horizon. Pas de certitude que tout était sûr de l'autre côté des murs. Il y avait la cour, le vent, les bêtes, la forêt, la mer, et tout ce qu'on ne voyait pas, mais qu'on pouvait imaginer. C'est pourquoi, le soir, la maison devenait plus qu'un simple toit. Elle devenait une frontière. Ici, le feu, la famille, les voix,
la nourriture, la mémoire. Là, le froid, l'obscurité et l'inconnu. Avant de dormir, on vérifiait le feu, pas trop bas, pour que les braises tiennent jusqu'au matin, pas trop vif, pour qu'il n'y ait pas d'incendie. On vérifiait les portes, on couchait les enfants, on préparait ce dont on aurait besoin à l'aube. Et peu à peu, la longue maison se taisait de nouveau. Seul le feu continuait à vivre dans l'obscurité. Seuls quelques murmures persistaient près du foyer. Seul un vieux pouvait regarder longtemps les flammes, comme s'il y voyait non pas ce soir-là, mais tous les soirs qui l'avaient précédé. La journée d'une famille viking touchait à sa fin. Pas un grand jour, pas un jour légendaire, pas un jour dont on ferait une saga. Mais c'est précisément de tels jours qu'était faite la vraie vie, de labeur, de fatigue, d'inquiétude, d'un repas au coin du feu, de voix d'enfants, d'histoires qui aidaient à traverser l'obscurité, et de l'espoir que le lendemain matin, les braises dans l'âtre seraient encore vivantes. Quand on dit l'époque viking, on imagine aisément ce qu'elle a de plus éclatant. Les dracars, les raids, les batailles, l'argent, les noms que les siècles ont retenus. Mais derrière chacun de ces noms se tenaient des milliers de gens dont la vie n'entrait presque jamais dans les sagas. Des familles ordinaires, des hommes et des femmes qui s'éveillaient dans des maisons enfumées, portaient l'eau, nourrissaient les bêtes, filaient la laine, réparaient les toits, séchaient le poisson, économisaient le grain, élevaient leurs enfants et espéraient chaque jour que l'hiver ne serait pas trop long. C'est eux qui formaient le vrai monde de l'époque viking. Non seulement les guerriers à la proue du drakkar, mais les femmes près du foyer, les enfants dans la cour, les vieux au coin du feu, les hommes avec leurs outils. Des familles qui vivaient entre la terre et la mer, entre le labeur et le danger, entre la foi en leur Dieu et la crainte très concrète de voir les réserves se vider. Une journée de cette famille pourrait nous sembler rude. Un réveil trop matinal, trop de fumée, trop peu d'espace pour soi, trop de travail. La maladie, la faim, le froid et la mort trop proches. Mais pour eux, c'était la vie ordinaire. Pas une image romantique, pas une légende, pas une aventure. Une réalité dans laquelle chaque être devait être utile. Le père, parce que la maison devait être défendue, entretenue, nourrie. La mère, parce que sans son ordre, ses calculs et son labeur, le foyer pouvait simplement s'effondrer. Les enfants, parce qu'ils entraient tôt dans l'œuvre commune. Les vieux, parce qu'ils se souvenaient de ce qu'on ne peut pas apprendre vite. Dans ce monde-là, la famille n'était pas seulement un lien de sang, c'était un moyen de survivre. Seul, un homme pouvait être fort, courageux, habile. Mais dans le Nord rude, cela ne suffisait pas. Il fallait avoir quelqu'un pour raviver le feu pendant qu'on était dehors. Pour garder la nourriture pendant qu'on était en mer. Pour veiller sur les enfants. Pour transmettre le savoir. Pour aider à se relever quand le jour avait été trop lourd. C'est peut-être pour cela que les Scandinaves attachaient tant de prix à la lignée, à l'honneur, à la mémoire et à la fidélité aux siens. Parce que derrière ces mots, il n'y avait pas de belles théories. Il y avait la vie elle-même. Aujourd'hui, nous n'avons vécu qu'une seule journée imaginaire. Mais derrière elle, on peut entrevoir toute une époque. L'époque de gens qui savaient construire des bateaux, traverser les mers et faire trembler l'Europe. Mais qui savaient aussi traverser un long hiver, garder le feu, partager la nourriture, travailler de leurs mains, écouter les anciens, enseigner aux enfants. Regarder la mer non seulement comme un chemin vers la gloire, mais comme une force qu'il fallait respecter. Et c'est peut-être dans cette journée ordinaire que la famille viking nous devient la plus proche. Parce que derrière les casques, les boucliers et les sagas, nous apercevons soudain non plus des guerriers nordiques mythiques, mais des êtres humains, fatigués, obstinés, forts, parfois effrayés, parfois joyeux, parfois rudes, mais vivants. Des gens qui, le soir, se rassemblaient près du feu, écoutaient le vent contre les murs et espéraient une chose simple, que demain la maison se réveille encore, que les braises ne s'éteignent pas, que les enfants soient sains, que le bétail ne tombe pas malade, que la mer rende ceux qui étaient partis, que la nourriture tienne un jour de plus, et que ce monde rude, peuplé de froid, de Dieu, de labeur et de danger, leur permette d'accueillir une nouvelle aurore. Voilà comment se passait un jour dans la vie d'une famille viking. Un jour ordinaire.
Mais c'est précisément de tels jours qu'était faite l'histoire.